Bienvenue au Futur de l'écrit 2013, les Futurs de l'écrit initiés par le Centre culturel de rencontre, l'abbaye de Noirlac. Les Futurs de l'écrit, ce sont énormément de spectacles, des installations programmées sur le week-end du samedi 18 et 19 mai. Beaucoup de personnes impliquées, des amateurs, des artistes associés bien sûr, et pour nous les présenter plus précisément avec peut-être des chiffres, je vais donner la parole à Fabienne Taran qui est responsable de projet à l'abbaye de Noirlac. Fabienne. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut inscrire cette aventure des Futurs de l'écrit dans le temps d'abord, puis après quelques précisions sur combien d'installations, combien de spectacles, combien d'artistes et de participants? Les Futurs de l'écrit, c'est la 3e édition sous cette forme, donc c'est toujours programmé en biennale, puisqu'il y a le temps de préparation des ateliers qui se restituent donc au printemps, et les ateliers démarrent à peu près à l'automne de l'année précédente. Donc là, c'est la 3e édition, il y a eu donc 2009, 2011 et la prochaine en 2013. Et les Futurs de l'écrit, ça représente une dizaine de partenaires culturels dans le département et cette année plus largement en région. On travaille d'ailleurs avec un partenaire de l'Indre-et-Loire et des partenaires dans l'Indre. Et puis on travaille également avec des structures éducatives, une petite dizaine également, des structures associatives, à mission plutôt d'accueil et sociale, et puis des partenaires également de pratiques amateurs, comme des chœurs amateurs. Très bien. Alors on va se retrouver régulièrement, ce soir, puis le 15 mars, puis le 26 avril, pour suivre l'évolution des chantiers artistiques et un peu rendre compte de chaque étape nécessaire à la réalisation de ces chantiers et de ces spectacles. Finalement, aussi bien on va donner la parole aux artistes, aux participants et aux structures, aux partenaires engagés dans cette histoire. Alors ce soir, on va parler de 4 chantiers. Arrêtez-moi si je me trompe. Portrait de femme avec la compagnie Patché, la Maison de la Poésie. Bien sûr, Georges Buisson qui a initié le projet. La Maison de la Poésie, c'est à Magny, près de la Châtre. Il y aura le jardin enchanté avec la structure 1000 univers, Frédéric Terrier, et peut-être une participante, on va voir. Les mots en images mis en place par l'association des sourds du Cher avec Anne Couillès-Brouet. Anne, vous êtes active, vous êtes participante dans ce chantier et aussi membre de l'association. Oui, tout à fait. Image de soi, un chantier mené par l'artiste Claire Génie. Bonsoir Claire. Bonsoir. De la compagnie Point Virgule. Vous êtes danseuse, chorégraphe et vous travaillez avec la structure La Ligue de l'enseignement du Cher, représentée ici ce soir par sa déléguée culturelle, Sandrine Amenouche-Guyon. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, je remercie la Maison des artistes de Bandimage et Métrope qui nous accueille dans ce lieu très cosy. Alors, on va commencer cette rencontre en prenant chantier par chantier, mais si l'une ou l'un, vous avez envie d'intervenir sur la parole de l'autre, n'hésitez pas. J'aimerais d'abord que pour les non-initiés, vous nous disiez un peu à chaque fois comment naît le désir, la nécessité, le besoin de participer à cette manifestation Les Futurs de l'écrit quand on est artiste ou partenaire. Alors, à l'origine, c'est un projet qui est développé par une association de préfiguration d'une maison européenne de la poésie, qui est donc en réflexion, en gestation. En devenir. En devenir, qui est une belle utopie. Et l'idée, c'est, dans un projet que nous avons développé en 2012, ça a été de croiser à la fois l'expression amateur et l'expression professionnelle. Donc on retrouve une des constantes un peu des Futurs de l'écrit, d'où notre cheminement naturel vers cet événement. Et puis le projet s'était appelé Mettre en poésie le pays de Georges Sand, il s'agit bien du pays de Georges Sand, et de travailler à partir de 2 constantes qui sont très présentes dans l'œuvre de Sand, qui sont la poésie des paysages et la poésie des gens. Et là, ce projet, c'est plus particulièrement, vous l'avez compris, la poésie des gens, un peu la manière dont Sand l'avait elle-même relaté dans ses différents romans, dont les personnages prennent racine dans ce territoire qu'elle avait appelé la Vallée Noire. Et l'autre aspect, c'est qu'à côté du Magny,
il y a un autre village qui s'appelle Sainte-Sévère, et c'est à Sainte-Sévère que Jacques Tati a tourné son magnifique film Jour de fête, où là aussi il y avait une exaltation formidable des habitants de cette époque, et dans ce film très, très poétique. Voilà un peu toutes les raisons. Alors l'idée, c'était de montrer aujourd'hui que sur ce territoire, eh bien, existaient des gens qui habitaient, qui vivaient, qui y travaillaient, et dont nous faisions le pari, pas difficile à tenir, qu'ils étaient passionnants. Voilà. Donc, une écrivaine, Eliane Aubert-Condani, qui travaille, enfin, qui habite à la Châtre, a fait des conversations avec une dizaine de femmes. Donc, il n'y a pas de sélection, hein, on rencontre les femmes, si elles sont d'accord pour participer à ce projet, eh bien, on filme comme ça pendant 20 minutes une conversation sans questionnaire, hein, qui nous laisse aller un peu dans des univers divers et variés. Et une fois que ce tournage a été fait, donc il y a eu 10 fois 20 minutes, 25 minutes, j'ai travaillé sur le montage. Donc le montage a consisté, sur ces 20 minutes, à faire un portrait de 5 minutes, en moyenne, hein, donc il y en a qui font 4 minutes et d'autres 6 minutes. Un portrait en image. Un portrait en image, en texte et en image. Oui. Hein, chaque femme étant filmée dans le même espace de décor, qui est la maison au jour de fête, oui. donc dans l'univers de Tati, et le même plan américain. Et c'est simplement le cheminement comme ça de la parole. Donc ce montage, ça a été de prendre un fil rouge comme ça, que j'ai tiré pendant en moyenne 5 minutes, ce qui me semblait tout à fait passionnant chez ces personnes que je ne connaissais pas, que je n'avais pas rencontrées. Et à partir de ce travail-là, donc, nous avons fait une émission qui dure 55 minutes, oui. et qui présente comme un kaléidoscope ces portraits qui se renvoient les uns aux autres, etc. etc. Et puis, donc ça, c'était notre projet. Oui, qui est finalisé. Qui est finalisé, ce travail-là a été fait, l'émission existe. Et comme par ailleurs, moi j'avais dans d'autres lieux, dans d'autres aventures, travaillé sur ce rapport tout à fait intéressant et dynamique de la vidéo et du théâtre. Donc c'est comme ça que je suis allé voir Fabienne, et on a parlé un peu de ces portraits de femmes, et je lui ai dit ce qui serait formidable maintenant, c'est de passer à une seconde étape où ces portraits pourraient être transposés dans l'univers du théâtre. De la scène. Avec une règle du jeu, parce que c'est très ludique en même temps, hein, puisqu'il s'agit d'établir une règle du jeu, hein, puisque le principe c'est de taper au mot à mot le portrait qui dure 5 minutes, ce qui a été fait, et ensuite il a été tiré au sort par 5 metteurs en scène, voilà. Et qui doivent transposer ça dans l'univers avec une comédienne amateur, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce cheminement. Et voilà, donc c'est toute l'aventure de cette espèce de rapport entre l'imaginaire, le réel, et comment les deux se frottent l'un à l'autre, puisque le principe c'est de présenter, dans le cadre des figures de l'écrit, d'abord la transposition théâtrale dans l'univers du théâtre, suivie immédiatement après par la projection du portrait, où la réalité vient confirmer, infirmer, se bat avec l'imaginaire. Voilà. Et c'est très, très, très passionnant, et c'est très, je trouve, très pédagogique sur ce que peut être le théâtre comme élément d'interrogation du monde dans lequel nous vivons. Alors Aurore, vous êtes l'une de ces metteurs en scène, si j'ai bien compris, oui, c'est ça. 5. Oui, on sera 5 et on va essayer de mettre en scène 2 monologues chacune, avec des comédiennes amateurs. Alors d'abord, ces comédiennes, vous les trouvez où, ces comédiennes amateurs? Elles font partie d'ateliers, de compagnies qui pratiquent déjà des textes, je dirais, toute l'année. Et là, elles viennent se frotter à un exercice particulier quand même, qui est de porter seul un texte. Et ensuite de se dire, j'ai la mission d'être fidèle à ce qui va être montré dans le film. Est-ce que c'est très fidèle dans le texte? Non, fidèle dans le texte. Oui. Voilà, l'exercice est difficile. Oui. Mais après, effectivement, on a une ouverture vers une fantaisie, vers une poésie, vers vraiment puisque je ne connais pas les écrivains de ces textes, je ne connais pas ces dames. Donc voilà, moi je vais partir dans la poésie ou dans la fantaisie. Vous avez comme matériau uniquement le texte écrit. Et l'imaginaire. Voilà. Ouais. Et c'est ça aussi qui nous porte, je trouve, qui est très porteur dans un lieu comme l'abbaye, c'est que c'est un lieu d'imaginaire et un lieu très fort d'histoire concrète, enfin je veux dire de vie forte. Donc c'est ça aussi se confronter à ce projet-là. Mais pour être très pratique, vous en êtes où? Vous êtes au moment de répétition? On les démarre, voilà, on découvre les textes, et donc on est vraiment au tout début
de ça, donc je ne peux pas trop parler encore de ce qui va en être, mais ce que je sais, c'est qu'elles sont, enfin ces deux comédiennes sont extrêmement dans une jubilation de commencer, et puis dans une grande peur aussi. Voilà, et l'objectif pour moi dans mon travail, c'est de travailler le sous-texte, ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire l'association d'idées, voilà, comment on peut, à partir d'un langage, je dirais, du quotidien, voilà, partir dans un univers fantastique ou fantaisiste. Pensez-vous à un décor, à une mise en scène, ou est-ce qu'il va s'agir simplement de donner à entendre le texte non, avec aucun costume, aucune lumière? On va vraiment essayer d'en faire du théâtre dans ce que ça peut avoir de plus imagé, on va dire. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que du théâtre pour une personne comme ça qu'on prend dans la rue quand elle va le définir, c'est évidemment des images. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à construire ça avec la personnalité de la comédienne. Donc moi, je vais partir sur un esthétique possible, en fonction de sa silhouette, en fonction de son langage, son phrasé, et ça va me donner, c'est ça qui va pouvoir me donner l'univers esthétique que je vais cadrer ensuite. Savez-vous, imaginez-vous déjà le lieu où vous allez jouer? Parce qu'il est important, ce lieu de l'abbaye de Noirlac. Est-ce que c'est un élément? Il y a une contrainte. Vous ne choisissez C'est pas. en partie, voilà, comme les portraits filmés ont été filmés tous dans le même lieu, parmi les règles du jeu, on a décidé de restituer les 10 portraits dans la même salle de l'abbaye, avec un rapport au public identique, mais en revanche, effectivement, la liberté de faire l'éclairage, d'avoir les costumes ou les accessoires que chaque metteur en scène souhaite. Orange, je n'ai pas bien compris si tous les metteurs en scène seront futurs de l'écrit de ces portraits de femmes. Oui. Les 10 portraits seront présentés. Donc, avec les 5 metteurs en scène différents. Avez-vous un lien entre vous ou travaillez-vous complètement indépendamment, avec la plus grande liberté, sans souci de ce que va faire l'autre? Oui, je crois que ça, c'est important de garder le secret, garder nos chemins séparés, quoi, parce que justement, on pourrait se télescoper. Puis c'est l'effet de surprise qui va être drôle. Enfin, je crois que c'est surtout ça qui est très intéressant. C'est comment chacune, avec nos histoires et nos contextes, on peut amener notre vision de ces textes-là. C'est-à-dire que Jeanne Champagne, on connaît son univers aussi. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans nos confrontations. On pourrait citer les autres metteurs en scène? Georges, vous les connaissez? Oui, bien sûr. Donc, il y a Jeanne Champagne, Oui. Caroline de Vial, il y a Adrienne Bonnet, donc ça nous en fait déjà 4. Voilà. Et pardon, Pascal Châtillon. Ah, Pascal Châtillon, bien sûr, j'oubliais Pascal, voilà, il travaille dans l'Inde. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est quand même aussi une affaire de femmes. Et c'est ce qui nous intéressait, s'imposer dans l'abbaye qui est un univers d'hommes, cet univers de femmes, puisqu'il s'agit de 10 habitantes du pays de Georges Sand, 5 metteurs en scène, 10 comédiens, je trouve ça assez fort, assez beau. Et effectivement, ce que disait Aurore, la surprise, le côté ludique du projet est vraiment passionnant, hein, parce que j'imagine que chacun va faire le cheminement qu'il souhaite faire, il y a cette grande liberté, il n'y a pas de règle, si ce n'est la philosophie quand même de ce projet-là, il faut quand même la dire, c'est quand même le respect des gens. Hein, on est bien sûr. Je crois que tout le monde c'est important de le dire, parce qu'on voit tellement de choses terribles dans ce genre de choses à la télévision, non mais c'est vrai qu'on voit tellement des choses effrayantes sur la manière dont on traite les gens. Voilà, donc voilà, donc là il y a quand même à la fois dans le montage vidéo, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas pas forcément sans du poil, mais il y a quand même un grand respect de la personne, et je crois que dans le projet fonctionnera parce qu'il y a ces respects mutuels, quoi. Est-il possible pour vous, Aurore, de bouger une virgule, un mot, quelque chose du texte dans les règles? Celle-ci est importante. C'est une partition, donc on va essayer de la expliquer. On va la prendre comme ça. Où est-ce que vous répétez, juste pour une idée du lieu où vous vous retrouvez, pour essayer déjà de vous imaginer dans ces futurs de l'écrit? Au début, on va commencer un petit peu dans des lieux de l'abbaye, mais après, comme sont la salle où on va restituer sera un petit endroit, là sera un endroit très confidentiel, normalement. On pourra répéter dans des lieux qui ne sont pas forcément des théâtres, quoi. On n'a pas besoin d'un espace énorme. Voilà.
Moi j'avais une question par curiosité, mais peut-être j'ai pas bien entendu. Vous avez vu vous le... Non, non. c'est une des règles aussi. Génial. La règle importante, c'est que ni les metteurs en scène ni les comédiennes ont vu le portrait. D'accord. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment le réel peut être porteur d'imaginaire et comment il peut dialoguer comme ça. Dont on a filmé le portrait, seront là. Ah oui, ils sont là, ils sont même très... L'invité Non, vient voir. ça, on le fait bien évidemment dans l'accord, c'est-à-dire que quand on s'est rencontré avec Fabienne, la règle qui prévalait tout au départ, c'est l'acceptation de ces femmes pour dire, voilà, il y a le risque, quoi, mais effectivement c'est un beau... Comme elles avaient le risque, la première fois qu'elles ont vu l'émission, qu'elles ont vu leur portrait, on leur a pas dit, voilà, on vous soumet le portrait, est-ce que vous êtes d'accord? Non, elles savaient qu'il y avait une mise en danger, et c'est ça, c'est ce qui est intéressant dans l'art. Je crois que c'est dans l'art, s'il n'y a pas de mise en danger, à la fois pour les amateurs et pour les professionnels, il n'y a pas d'art. Il y a du loisir, ce qui n'est pas condamnable, il n'y a pas d'art. Là, ce qui est intéressant, c'est l'art. Et je me rappelle la première fois qu'on a présenté ces portraits, elles avaient un trac fou, quoi. Parce que c'est une manière de se livrer elles-mêmes et puis d'être confrontées à d'autres univers qui ne sont pas forcément le leur. Elles se connaissent, mais sans vraiment se connaître, et elles se disent, voilà. Et là, ça va être pareil. Elles sont très heureuses de ce projet, elles attendent beaucoup, quoi, et elles sont très excitées à l'idée de... Voilà. Mais en même temps, elles ont le trac, ce qui est forcément important d'avoir cette espèce de mise en danger. Une dernière question pour ce chantier, mais vous pourrez réintervenir si vous êtes encore là. Aurore, puisque c'est une des caractéristiques des futurs de l'écrit, de travailler avec des amateurs, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans pour vous qui êtes metteur en scène, metteuse en scène, je ne sais pas quel mot vous préférez? Oui, n'importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraîcheur. C'est-à-dire, c'est l'innocence. J'aime beaucoup tout ce qui est très potache et très enfantin. Donc, en fait, c'est cette innocence de la découverte d'un texte ou d'un travail. Et il n'y a pas de tricherie. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Enfin, en tout cas, moi, je cherche à ce qu'il n'y en ait pas quand je travaille. Et voilà. Et il y a cette richesse-là qui déjà est très très forte pour nous. Et puis ensuite, il y a la spontanéité. Voilà, ça fait partie du jeu aussi. La spontanéité. Et de là naît la poésie pour moi. Voilà. De là naît cette poésie entre les gens. Donc à partir d'un certain moment, il n'y a plus du tout de notion de professionnel ou d'amateur quand on pratique comme ça. Bien, portrait de femme, on va suivre l'aventure. J'espère qu'on se retrouvera lors d'une prochaine émission avec vous. Je vous propose maintenant de changer de chantier pour ces futurs de l'écrit 2013 avec un autre atelier, entre guillemets. Et pour cela, on va aller du côté de la maison de retraite de Bellevue, qui participe donc au futur de l'écrit, avec Hélène Giraud. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et la structure 1000 univers, Frédéric Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez donc nous raconter comment s'est mis en place ce chantier qui s'intitule Jardin enchanté. Et si j'ai bien compris, il y a des jeunes du lycée agricole du Sud-Dré qui participent, donc la maison de retraite de Bellevue, le poète Jacques Jouet, la photographe Sarah Ritter et Gilles Clément en ombre tutélaire. Donc pour nous, vous allez réorganiser tout cela. Il part d'où ce chantier artistique? De la maison de retraite, de 1000 univers, de Gilles Clément et l'abbaye de Noirlac? Expliquez-nous. En fait, on ne sait pas trop, et on ne sait pas non plus où ça va. Ouais. Bon. Voilà, c'est un projet de rencontre en fait. Donc nous avons été bien sûr invités par l'abbaye de Noirlac à entrer dans ces futurs. Il se trouve que Gilles Clément fait une étude des abords de l'abbaye de Noirlac et du parc, voilà, Oui. des jardins. Donc nos rencontres avec Fabienne, avec Paul, notre travail avec Hélène et Anne de la maison de retraite, la rencontre avec Isabelle Lafont du lycée agricole, ont fait que tout ça s'est croisé. Alors à quel moment a-t-on décidé exactement que ça allait être ça? Ça, j'en sais rien du tout. On pourra remonter les courriers électroniques, mais je pense que ça ne donnerait pas de réponse exacte. Alors, j'ai une question quand même Oui. subsidiaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas 1000 univers, qu'est-ce que c'est?
Et je voulais vous le demander parce que Vous n'allez pas dire que vous vous aurez savez pas. quelqu'un en quête. Vous aurez quelqu'un en quête parce que j'ai quelques doutes. Alors nous sommes une maison d'édition Oui, installée dans un atelier typographique qui est à la friche L'Entrepôt, oui. enfin, pour l'instant. Et parce que, voilà. Et parce que c'est compliqué la géographie, l'histoire, Oui. c'est très très compliqué. Donc nous sommes au sein de la friche L'Entrepôt avec un atelier typographique patrimonial. C'est-à-dire que ça peut ressembler à une imprimerie comme on trouvait dans les années 30 environ en France. Et nous sommes revenus en fait bien au-delà sur les traces de Gutenberg. Donc c'est la démocratisation des savoirs, partage des savoirs qui est un peu notre lieu emblématique. L'édition, c'est le travail avec des auteurs, Oui. vers des libraires et des lecteurs, mais c'est aussi le travail avec des enfants, des adolescents, d'anciens adolescents et enfants qu'on trouve à la maison de retraite, les futurs vieux qu'on trouve dans les écoles, etc. Voilà, avec la population. Voilà. On aime partager le travail littéraire et graphique avec de possibles lecteurs. Cela veut-il dire que ce chantier artistique Jardin Enchanté donnera à un moment donné, à la fin, en aboutissement, donnera lieu à un support écrit, et un livre, une édition? Alors, il y aura un volet édition, il y a toujours un petit volet édition, bien sûr, mais le véritable travail d'édition, justement, c'est pour ça que l'acception d'édition pour nous est très vaste. Le fait de faire travailler Jacques Jouet avec ses jeunes et ses moins jeunes participants, avec Gilles Clément, avec Sarah Ritter. Donc on a du texte, on a de l'image, et puis une source, je dirais philosophique, c'est un petit peu poussé, mais un petit peu quand même de ce travail de Gilles Clément qui vient orchestrer les désirs dans ce projet-là. C'est un projet d'édition. Après que c'est la forme d'un livre, d'un CD ou d'une plateforme internet, a peu d'importance. Voilà, c'est l'édition qui se fait en cours puisqu'on associe un petit peu les travaux écrits, les travaux photographiés, donc les regards, avec ce que Gilles Clément apporte, qui est assez insondable, hein, puisque là, ce sera autour de cette abbaye. Est-ce que le bras mort, le petit bras mort qui est sec et qui ne laisse à peine pénétrer la lumière, sera une chose transmissible ou pas, je ne sais pas. Ça va être la poésie de Gilles Clément là qui va... Les participants à ce chantier sont, par exemple, vous, hein, Hélène Giraud, vous êtes participante, on dit comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir tellement de choses pratiques du côté de Frédéric Terrier, même si c'est très intéressant. Est-ce que vous avez commencé à travailler? Comment? Ça se passe comment? Vous vous retrouvez tous les combien? Etc. Racontez-moi. On avait prévu jusqu'à Noël, bon ça a été un petit peu modifié un calendrier, mais que les deux publics, adolescents, enfin jeunes adultes et puis les plus anciens se rencontrent et apprennent à se connaître. Donc voilà, alors ça, il n'y a pas du tout de problème. Du coup, en plus, les résidents sont assez proches du milieu agricole, donc ça marche très bien. Et puis après, il y a eu la rencontre avec les artistes. Et là, c'est nouveau pour les résidents quand même, puisqu'ils font un travail de création, ce qui est tout à fait différent de ce qu'on leur propose, nous, en activité, quand on fait des ateliers avec eux, quoi. Mais par exemple, quand vous êtes retrouvés, vous animez, vous êtes animatrice à la maison de retraite. Voilà, okay. Donc quand vous vous êtes retrouvés avec les jeunes du Sudré, c'est ça, du lycée agricole, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Voilà, on va travailler sur le jardin enchanté. Je veux dire, pratiquement, quoi, quelle a été la teneur de l'échange? Sur quoi vous êtes partis? Les jeunes nous ont accueillis au lycée, alors ils nous ont montré leur élevage, leur préparation au concours du salon de l'agriculture, etc. Ils ont parlé de choses très concrètes, leur vie, leur avenir. Et puis les résidents les ont accueillis en disant un jour peut-être ils viendront là. C'est vrai. Et du coup, ils ont fait découvrir les résidents avec un agent de Bellevue, un paysagiste, enfin un jardinier. Il leur a parlé de l'historique du parc de Bellevue. Donc les résidents ont un peu suivi. Et puis les résidents, ils ont montré leur lieu de vie, quoi. Alors on est parti un peu sur le jardin, puisque c'était un peu le thème des futurs de l'écrit. Et puis parce que c'est un lien très fort avec les jeunes qui sont sur des formations agricoles. Bien sûr. Et du coup, voilà, chacun a montré son lieu de vie. Voilà. Et ces rencontres ont lieu
toutes les semaines, tous les mois? Comment ça se passe? Non, on en a eu... les jeunes nous ont accueillis une fois, et nous on les a accueillis une fois, et entre-temps on s'est rencontrés à Noirlac, et entre-temps on a eu des ateliers ensemble, et puis après séparés. Donc les plus anciens ont eu des rencontres avec Sarah Ritter, où ils ont fait de la photographie autour de l'abbaye, toujours en lien avec l'abbaye. Bien sûr, Frédéric. Voilà, il y a eu donc les rencontres en dehors des rencontres artistiques du projet, dont parlait Hélène, effectivement. Les uns vont à la maison de retraite, les autres vont au lycée agricole, donc ça permet des rencontres interpersonnelles qui enrichissent vraiment le projet et qui lui donnent beaucoup de sens. Sinon, la première rencontre de travail a eu lieu le 30 novembre pour les deux groupes, les jeunes et les vieux, à Noirlac, Oui. toute une journée avec les deux artistes, donc les groupes étaient croisés. C'était une grande journée de travail. La prochaine journée de travail est fixée au 11 février, Oui. donc voilà, que nous connaissons à vue d'œil. Et l'ultime journée entière de travail commune aura lieu le 5 avril, à Noirlac toujours, avec toute l'équipe. Et entre-temps, à la maison de retraite et au lycée agricole, des ateliers avec, pour les jeunes, Jacques Jouet, et pour les anciens jeunes, Sarah Ritter. D'accord, chaque groupe va travailler sur deux... Plus particulièrement sur un domaine. Voilà, On s'est dit que les jeunes étaient plus à l'aise, notamment des jeunes en enseignement agricole, plus à l'aise avec l'écriture et la littérature. Donc ça nous a semblé évident, ils ont travaillé avec Jacques Jouet. Et quant aux résidents qui ont le moyen âge de 80 ans, bien 80 ans, on s'est dit que la photographie n'avait aucun secret pour eux, notamment avec l'ère numérique, donc il fallait qu'ils fassent de la photographie. Voilà, c'était une manière de les pousser un petit peu vers des approches différentes. Avez-vous déjà une idée du mode de restitution dans l'abbaye? Du lieu dans l'abbaye où vous serez avec... Oui. Avec ce chantier artistique. Il n'était pas envisageable que nous n'ayons pas voix au chapitre. Nous le prendrons donc d'assaut. Il y aura une exposition donc, de Sarah Ritter, une lecture de Jacques Jouet, avec une petite édition qu'on a envisagée aussi, d'un texte qui sera créé par Jacques pour l'occasion. Et il sera lu par qui? Par Jacques. Par Jacques lui-même, c'est un excellent lecteur. Et puis ça mettra un petit peu au chômage les intermittents du spectacle, parce que ça suffit. Les intermittents du spectacle, ça suffit. Attention. Et pour ce qui est du travail des participants, voilà, nous avons quelques sources pour l'instant, mais on attend d'avoir bien avancé quand même dans le travail d'écriture et de photographie. Il y a une grande fresque photographique qui a commencé à la Maison de Bellevue. On attend un petit peu de voir ce que tout ça donne pour être plus précis. Et une dernière question, comment les résidents de Bellevue, de la Maison de retraite, vivent ce chantier? Ils sont combien d'ailleurs à participer à peu près? 14 à peu près, mais il y en a qui, quand ça se passe dans l'établissement, on introduit plus de personnes. Oui, quand vous déplacez, c'est plus compliqué. Bien sûr. Autrement, oui, il y en a 14 qui suivent vraiment le projet, et voire presque 20. Ils sont-ils satisfaits, ravis? Oui, ils expriment alors ce ont-ils des manques, Non, ils découvrent, ils découvrent, et du coup ils le disent, on est très contents, c'est pas toujours facile, mais on est très contents, voilà. La rencontre avec les jeunes, bon, là c'est que du bonheur. C'est parfait. Pour vous aussi? Ça me semble bien. Peut-être Fabienne. des points sur lesquels, en prenant exemple sur ces ateliers-là, repréciser des choses par rapport au futur de l'écrit. C'est vrai que Frédéric parlait beaucoup de l'appui sur l'étude de Gilles Clément qu'il mène actuellement pour l'aménagement des parcs de l'abbaye. On parlait tout à l'heure avec Aurore et Georges Buisson également de l'idée de confession, d'introduire des femmes dans un univers plutôt masculin à l'origine. Tout ça, ce sont des liens qui se tissent avec le monument. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va retrouver dans tous les ateliers, à des endroits différents, mais c'est ce qui rejoint et c'est ce qui lie tous les ateliers entre eux. Malgré la diversité des disciplines, des intervenants, des publics, le lien, c'est le monument. Le lieu, oui. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était dire également qu'on avait effectivement avec nos partenaires réfléchi à la diversification de nos publics. Sur les deux précédentes éditions, on était très orienté, plus orienté, on va dire, autour des scolaires. Et là, on a décidé
de croiser à chaque fois qu'on travaille avec un public scolaire, on va le voir tout à l'heure également avec le projet que mène Claire, mais dans la mesure du possible de croiser ces publics avec un autre groupe vraiment totalement différent. Et voilà, Frédéric et Hélène le soulignaient bien, on voit là un enrichissement du projet entre soit des générations différentes, soit des personnes de même génération, mais dans des situations, des contextes complètement opposés. Et je pense que ça apporte une nouvelle dimension qui se fera certainement sentir là, cette année sur cette troisième édition. Alors vous allez tout nous dire, les mots en images, qui sont d'abord les participants? Bon, l'association des sourds du Cher, je suppose qu'ils sont sourds ou malentendants. Alors, il y a effectivement, donc dans cette volonté justement qu'exprimait Fabienne de diversifier les publics, l'entrée de l'association dans ce projet des futurs. Est-ce la première fois? Oui, tout à fait. Donc sur ce projet, les participants sont sourds et entendants, en fait. C'est un mélange qui a été fait comme ça. Donc Fabienne a pris contact avec l'association à l'origine. Et il se trouve qu'on est, donc dans mon cas, plusieurs entendants à avoir eu l'envie aussi de participer par le biais de l'association à ce projet-là. Je crois savoir que vous maîtrisez la langue des signes. Alors moi ça va, je m'en sors plutôt pas mal, mais dans les autres participants, en fait, il y a par exemple des élèves qui sont en apprentissage, en début d'apprentissage vraiment de la langue des signes, et qui ont choisi quand même, en entendant parler du projet, de se joindre à nous. Pour en venir aux mots en images, en fait, notre objectif, donc par le biais de, toujours comme disait justement Fabienne, de rattacher le projet à l'abbaye en elle-même, c'est de travailler tout d'abord sur le silence. Donc avec les personnes sourdes, donc avec ce côté de ne pas entendre, de ne pas avoir de bruit, et avec le côté du silence de l'abbaye, puisque les moines étaient... si je me souviens bien, ils ne parlaient pas. Donc, sauf effectivement dans la salle voilà, dans la salle vouée. Donc on a choisi de partir sur ce projet-là, et les mots en images, en fait, l'idée de ce travail-là, pour le moment, parce comme on en est qu'au balbutiement, pour le moment, on s'est réunis 3 fois, on se voit un week-end par mois, parce que c'est assez compliqué d'avoir tout le monde. L'objectif est de pouvoir, face à un public de non-initiés à la langue des signes, de pouvoir se faire comprendre sur une histoire qui aurait un lien avec l'abbaye. Donc ce qu'on travaille, et qui est aussi difficile pour les personnes sourdes qui font de la langue des signes que pour nous entendants, c'est de trouver en fait un langage corporel qui va être plutôt de l'ordre du mime, et qui va pouvoir raconter l'histoire sans mots, mais sans signes aussi. Oui. Parce que le travail qu'on effectue aussi pour le moment beaucoup avec les personnes sourdes, et avec l'aide du comédien Simon Attia de l'IVT. C'est l'artiste associé? Tout à fait. Simon Attia, oui. De l'IVT, d'accord. Voilà, de l'International Visual Théâtre à Paris. Donc le travail qu'on effectue, c'est de permettre à ces personnes sourdes qui signent pour communiquer en permanence, de quitter justement cette langue des signes pour pouvoir se rendre accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est le gros chantier qu'on a entamé pour le moment. Et puis donc voilà. Combien êtes-vous de participants? Peut-être vous me l'avez déjà dit, mais j'ai... On est une douzaine. Donc il y a une majorité d'entendants. Donc ça c'est pour le moment qui ont commencé à prendre part au projet. Je crois qu'il y a 7 entendants et 5 sourds. Est-ce leur première expérience ou votre première expérience de travail dans ce domaine-là, travailler sur le corps, sur le mime, sur l'expression de soi sans être dans la langue des signes pour la plupart des participants? Oui, pour les sourds, pour les 4 personnes, je crois, 5 sourds qui participent à l'atelier, c'est vraiment le tout premier atelier théâtral et choses comme ça. Pour les entendants aussi, enfin, c'est vrai qu'il y en a aucun qui vient du milieu du théâtre. Avez-vous déjà abordé avec Simon Attia le lieu justement, l'abbaye Noire-Lac, en dehors du fait que c'est un lieu de silence, mais le lieu où vous serez, la restitution, ce sera un spectacle, ce sera un... Vous savez déjà, vous en avez parlé avec lui,
la restitution pour le moment, donc notre idée c'est effectivement voilà, une mise en scène, un spectacle, quelque chose plutôt de l'ordre d'une pièce, en très court, hein. On va faire court. Après au niveau du lieu en lui-même, moi je n'ai pas connaissance de l'endroit où on sera. Il souhaitait plutôt travailler justement dans les jardins en extérieur. Voilà. Quand il est venu visiter l'abbaye, il a découvert la très belle allée de Tilleuls et il a souhaité prendre le jardin. Alors justement Fabienne, comment ça s'est passé pour l'association des Sourds du Cher? Est-ce que c'est vous qui êtes allé les chercher? Est-ce que c'est vous qui êtes allé plutôt chercher Simon de l'IVT à Paris? Est-ce que c'est l'association qui est venue vers l'abbaye de Noirlac? Alors c'est moi qui ai pris contact avec l'association des Sourds du Cher dans notre souhait de diversifier les publics. J'en avais discuté avec Alain Auffrère du Conseil général qui est en charge du développement culturel des territoires et qui avait entendu parler du souhait de l'association de prendre part à des projets comme celui-ci. Donc j'ai pris contact avec eux. Effectivement, j'ai rencontré donc Jean-Jacques Poujoula, le secrétaire, et Patrick Baronnet, le président, tous les deux sourds et malentendants. Et c'est vrai que la rencontre s'est vraiment très très bien passée dès le départ. Ils étaient ravis de cette main tendue et de cette ouverture aussi de se confronter, de prendre part à un tout et sans qu'il y ait de cloisonnement et voilà, de vraiment faire partie d'une manifestation. Donc ça s'est fait comme ça. Et sur l'artiste, en fait, ils avaient très envie de travailler avec la compagnie Emmanuel Laborie, voilà, dont ils connaissaient le travail, les spectacles. Donc c'est moi qui ai pris contact avec elle. Ravie également de cette initiative parce qu'elle m'expliquait qu'elle avait rarement l'occasion d'aller en province. Ils font beaucoup de projets en région parisienne. Donc elle est venue avec Simon, évidemment elle connaissait le projet, donc elle a fait le choix de travailler avec Simon, justement pour la raison qu'expliquait Anne, de se dire il faut que le projet puisse être compris de tous. Et donc Simon, lui, est spécialiste de la technique dont parlait Anne, qui s'appelle le virtual visual, de cette technique inspirée du cinéma qui veut que c'est le corps qui parle et non pas la voix ou les mains. Ou les signes. Donc elle a fait le choix de solliciter Simon. Ils sont tous les deux venus visiter l'abbaye. On a passé un long moment ensemble pour que je leur parle des futurs de l'écrit, des enjeux, du fait qu'effectivement c'était un projet parmi d'autres, qu'au final c'était une manifestation commune. Et Jean-Jacques Poujoula nous a rejoints à l'abbaye. On a commencé à parler à trois en fait de ce projet qui s'est au final dessiné en concertation, comme on le fait avec tous les projets des futurs d'écrit. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non. Il n'y a pas eu de malentendu. Quelle manquait cette question-là. Avec la danseuse et chorégraphe Claire Génie de la compagnie Point Virgule, et donc comment? Rebonsoir. Et la structure de la Ligue de l'enseignement du Cher avec Sandrine Amenouche-Guyon. Claire Génie. Alors, justement, c'est intéressant parce que là, on vient de parler de l'IVT, de Paris et de Simontia. Je sais que votre compagnie est en région parisienne. Oui, enfin, elle n'est pas que en région parisienne. Elle est en région centre et en région parisienne. Ah, je n'ai pas tout lu donc. Parce que je voulais juste savoir comme ça au départ comment vous étiez en lien avec les futurs de l'écrit, l'abbaye de Noirlac. Est-ce qu'il y a une histoire qui est déjà longue? Soit avec les futurs, soit avec l'abbaye, enfin le centre culturel de rencontre. Non, il y a une longue histoire de la compagnie de travail artistique avec les publics. Oui. Voilà, c'était une de vos questions. Moi, j'estime que l'art doit exister en tout lieu, tout domaine. Et c'est compliqué pour la danse des fois, parce que c'est un art peu connu, en tout cas dans sa dimension créative et dans le fait que l'art est une pensée et que la danse en est une. Et que la danse reste des fois un divertissement, et c'est tant mieux, j'adore aussi aller me divertir en dansant. Et du coup, il y a vraiment une volonté de la compagnie d'être présente dans plein de contextes pour faire vivre cet art-là. Ma volonté aussi à moi, c'est de ne pas créer des pièces qui soient dans l'entre-soi de l'artiste. Et parce qu'on peut faire des choses où on se ferait tous plaisir à se rengorger de ce qu'on fait les uns et les autres, mais j'ai envie d'aller voir comment ça se passe partout dans le monde et pas simplement parler de nous-mêmes et de notre nombril.
Donc le fait d'aller rencontrer les publics, ça permet aussi d'avoir un petit peu sens et goût de ce qui se passe dans la vie des autres. Voilà, et du coup, ce qui m'a amenée en région centre, je ne suis pas débarquée dans le Cher d'abord. J'ai été très très participante à une grande aventure qui a disparu maintenant, qui s'appelait Danse au cœur, qui a été le pôle de ressources nationales dans sa école. J'en étais un des piliers, étant la dernière administratrice siégeant au conseil d'administration au moment de sa dissolution. Voilà. Et donc, ça m'a amené, moi, vivant, toujours d'ailleurs en Ile-de-France, mais régulièrement à venir sur les routes de l'Eure-et-Loire, dans les campagnes, et voilà, et de connaître d'autres partenaires, et des partenaires m'ont connu, donc la compagnie a commencé à avoir un peu existence sur ce territoire, ce qui m'a amené après à être soutenue par des instances comme la DRAC ou la région, et qui après m'a amené à m'ouvrir sur d'autres contextes que simplement l'Eure-et-Loire. Voilà. Donc Paul Fournier est venu voir une des pièces de la compagnie en Ile-de-France, il y a un petit moment déjà. Et puis on est venu le voir, et puis Sandrine aussi a programmé la compagnie sur une pièce jeune publique à Vierzon. Voilà, des liens se sont tissés. Les liens se sont faits comme ça, en tout cas, et avec l'abbaye Noirlac, et avec vous, la Ligue de l'enseignement, que j'ai envie d'appeler la FOL, mais non, c'est plus bon nom. On arrête. Et d'ailleurs, justement, alors, là, on va s'arrêter 2 secondes sur la structure, le partenaire. Quel est votre rôle dans ces futurs de l'écrit? Vous, par exemple, la Ligue de l'enseignement. Mettre en lien des artistes et un lieu. C'est vrai que Claire était en lien avec Paul, mais on avait travaillé ensemble sur l'accueil d'un spectacle. Nous, notre public avec qui on travaille et avec qui on travaille en direction, en face, c'est-à-dire surtout mettre en lien des œuvres, des artistes, travailler sur la pratique artistique, donc c'est surtout les jeunes. Là, c'était l'idée de travailler à partir d'une œuvre qui est plus adulte, effigie, et aussi se dire que l'enfant est créateur, et c'est surtout Claire Gémy qui a cette pratique-là, qui est assez spécifique chez elle, c'est de travailler sur une démarche artistique avec les jeunes, et pas d'amener un outil, la danse, et pas seulement travailler. Je comprends bien, mais la Ligue d'enseignement, vous voulez savoir? Non, dans les futurs de l'écrit. Oui. Je vais être très basique, mais par exemple, est-ce que vous donnez des sous? Je n'ai pas posé la question, mais ça m'intéresse. Est-ce que en fait, les structures partenaires... Ah oui, c'est beaucoup moins poétique comme réponse attendue. C'est pas du tout politique la question. Tu donnes des sous? C'est un partenariat, tout à fait. C'est un partenariat. C'est un partenariat dans tous les sens du terme, dans le sens où avant de parler sous, on parle projet. Et c'est-à-dire que les projets, chaque partenaire, comme l'explique Sandrine, a une politique d'action culturelle pour aller vite. Et l'idée des futurs de l'écrit, c'est en effet de mettre des moyens en commun, donc y compris financiers, pour que les projets initiés conjointement puissent avoir une dimension peut-être un peu plus importante, en tout cas une restitution avec des moyens à Noirlac qu'on ne pourrait peut-être pas avoir si chacun dans notre coin on faisait des projets. Et donc l'idée des futurs projet-là, plus particulièrement, est financé par la région Centre dans le cadre d'un dispositif aux arts lycéens. Pour la partie concernant, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a un deuxième partenaire, mais qui n'est pas représenté ce soir, parce qu'on ne pouvait pas, qui est Bandimage, voilà. Bandimage qui travaille avec un autre public et qui a du coup un financement aussi sur sa partie. Parce que depuis le début, c'est vrai qu'on a parlé tous des projets. À aucun moment, je n'ai évoqué cette question. J'ai attendu la fin, mais elle est importante parce que ceux qui nous regardent peut-être on se dit, j'aimerais bien participer, comment ça se passe, etc. C'est une question un peu pratique, mais c'est important. C'est vrai qu'on met aussi en œuvre des moyens humains, puisque on est là pour accompagner, pour suivre les artistes, pour faire en sorte que tout se déroule pour le mieux, de trouver des salles. Après, on rentre dans le concret, mais c'est ça aussi. Mais aussi dans la définition du projet, on a travaillé ensemble. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans tout ce travail qu'on trouve de façon assez développée dans cette école. Il y a une notion de partenariat, et moi il y a une définition que j'adore, qui est de travailler aux objectifs de l'autre sans perdre les siens.
voilà, et il y a des endroits et des moments où c'est pas évident, enfin, où les objectifs d'un enseignant ne rencontrent pas forcément celui d'un artiste. Et voilà, et je trouve que c'est dans cet endroit tensionnel où l'art et le vivant existe aussi, et qu'il faut pouvoir en parler. Et du coup, le partenaire culturel ou des partenaires culturels sont aussi extrêmement importants dans cette triangulation et dans comment chacun nomme ses objectifs, place ses objectifs, renvoie l'autre sur ses objectifs, et du coup, ça se construit communément. Et c'est pas Claire Génie, chorégraphe, qui vient faire une chorégraphie pour... Voilà. Et à un moment donné, on a besoin aussi de ce partenaire pour faire une interface, ou pour relayer, ou pour relancer, ou bien sûr. complètement. Alors parlez-nous, Claire Génie, donc de ce chantier qui s'appelle Image de soi. Alors déjà, je suis pas toute seule à le mener, puisqu'on est deux co-auteurs d'effigies, et du coup, on a décidé d'être deux meneur et guideur de projet pour Image de Soi. Donc Étienne Ossel, qui est créateur d'images, et moi-même. Et bon, il y a une notion que j'adore et que je trouve très juste dans les futurs de l'écrit aussi, qui est mon action et mon envie d'être dans ces territoires, on va dire, avec les amateurs. C'est aussi faire œuvre d'éducation artistique. Voilà. Parce qu'on ne fait pas de l'art sans le connaître. Voilà. Et souvent, je le dis à l'école, on ne fait pas de l'art plastique sans montrer des reproductions d'œuvres, on ne fait pas de littérature sans lire de l'art et littérature, on fait souvent de la danse sans montrer la danse. Voilà. Et ce que je trouve hyper pertinent dans les futurs de l'écrit, c'est que les œuvres de l'art et les artistes sont présents au même titre que les restitutions des groupes. Et du coup, nous, on a décidé de vraiment placer au cœur du projet la dernière création de la compagnie, qui s'appelle Effigie, qui est une installation vidéo danse comportementale. Il faut respirer avant. Voilà, et donc il se compose de 4 modules, un film d'une dizaine de minutes qui s'appelle Big Sister et qui est un jeu de mots sur Big Brother et qui pose la relation entre un filmeur et une danseuse, ou une relation dramaturgique entre un filmeur et une danseuse, et qui du coup pose l'enjeu du projet qui est la relation de la femme avec l'image médiatique au jour d'aujourd'hui, la représentation médiatique. Les deux autres sont donc des installations dites comportementales parce qu'elles fonctionnent à partir de la réception du public. C'est-à-dire que le comportement du public influe sur les images vues, projetées. Et le dernier est un solo en live parce qu'il n'y a rien de tel que la vraie chair humaine. Et après avoir vu les images, c'est bien de repalper le corps à 3 dimensions et dans ses aspects charnels. Et en fait, le solo est la stricte partition du film, mais uniquement interprétée par la danseuse. Le filmeur n'est plus là. D'accord. Et elle exécute le solo dans une structure de 5 mètres par 5 mètres enserrée de tulle. Et le public est invité à choisir son point de vue et se déplacer. On a mis en pâture vraiment ce projet avec les lycéens d'une part du lycée Jacques Coeur et avec les étudiants élèves de l'EPID. L'EPID étant une école de la seconde chance avec un encadrement extrêmement militaire. Voilà, l'EPID qui existe à Bourges. À Osmois, oui. On est sur la route d'abord. D'accord. C'est une école publique. Non, c'est je me demande à mon partenaire. C'est tenu par des militaires. C'est une initiative. C'est une sorte de maison de correction. C'est le ministère de la Défense. Non, mais non, c'est les jeunes qui sont volontaires. Ils ne prennent que des jeunes volontaires qui sont en situation de délinquance. D'accord. Pas forcément. Pas forcément, mais en tout cas d'échecs scolaires et sans perspective d'avenir, on va dire. Et c'est pas la PJJ. Non, mais enfin, ils sont ça peut être correctionnel. Les règles sont très strictes. Voilà, et c'est dirigé par les militaires. L'idée, c'est surtout d'accompagner ces jeunes pour les réinsérer dans la société. Donc de trouver tous les moyens pour qu'ils puissent trouver un travail. C'est vraiment ça qui est en jeu. C'est pas du tout l'idée de les rééduquer ou voilà. Après, c'est tenu par des militaires et voilà. C'est l'alliance du ministère de la Défense voilà. et sociale. Donc il y a d'un côté le lycée Jacques Coeur, les élèves, donc ils travaillent plus sur le médium de la danse. Voilà, de la ça danse. c'est un choix qui a été fait parce que ils sont 36 lycéens. Et qu'à un moment donné, travailler, avoir 2-3 caméras à 36 et imaginer pouvoir les mener dans comment filmer, comment monter, c'est compliqué juste par rapport au nombre. Voilà. Et donc les élèves de l'EPID
Où je pense que pour une deuxième raison, on a eu raison de leur proposer de travailler plutôt sur le médium de l'image, parce qu'en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de turnover, il y en a qui partent, qui malheureusement et tant mieux, il y en a qui reviennent malheureusement, et du coup, il y a un suivi peut-être plus facile à faire par rapport à l'idée d'éducation à l'image que par rapport au travail d'une composition chorégraphique. Mais donc vous dites 36 lycéens? Oui, j'assure. Là, c'est plus qu'un atelier, c'est énorme, non? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 36 volontaires ou... C'est une classe, donc c'est un public captif, mais comme les élèves de l'Ossoin. Aujourd'hui, ils sont volontaires. Voilà. Oui. Donc on leur a mis en pâture le projet, on leur a demandé de se positionner par rapport à ça, voilà, parce que ça c'est notre projet, et eux, comment ils auraient envie de parler de l'image de soi. On a ouvert au-delà de l'image de la femme, mais l'image de soi. Et on a travaillé en étroite collaboration avec leur enseignante, qui est une enseignante de français. Donc Cécile Rioux. Qui a mené énormément de discussions et de débats. Et on est arrivé au fur et à mesure à ce qu'ils nous nomment Facebook et les réseaux sociaux. Voilà, parce que les lycéens sont en plein dedans. Et donc on est parti sur ce projet-là. Donc d'arriver à mettre en œuvre qu'est-ce qui est pour eux Facebook. Donc ils sont en plein dans la reconnaissance qu'ils sont addicts. Mais c'est pas du tout un problème. Et au fur et à mesure de débat, ils ont fini par reconnaître par contre que Facebook était une masse, une uniformité, qu'ils aimaient parce que tout le monde aimait, et qu'il y avait une espèce de grosse masse qui avançait comme ça, et qu'après c'était un endroit où ils montraient peu de choses de l'ordre de leur intimité, ou de leur singularité, ou de leur... Voilà. Donc on travaille là-dessus. Et du coup ça marche très bien à 36, ça marche très bien, il faut être un peu... Mais on a construit une chorégraphie de la masse, voilà. Et par duo, trio, quatuor, quintette, ils construisent des petits modules de ce qu'ils ont envie de montrer d'eux, qu'ils n'oseraient pas montrer sur Facebook. Et là, on est sur des choses assez intimes, pas très gaies, parce qu'en fait, voilà, on se montre dans l'idéal de soi, dans un pseudo de soi idéal, et là, ils sont sur l'oppression, le stress, l'anxiété, la solitude, l'ennui. Quand vous dites on travaille sur des modules, mais des modules qui dansent, qu'ils expriment avec leur corps. Tout ça passe par de la composition chorégraphique. D'accord. Avec eux, vous ne travaillez pas sur l'image. Alors, si, parce que donc on s'est vu ensemble au tout début, je crois. La première séance, les deux groupes ont dansé, 50. Donc j'ai mené la séance. Et après, donc il y a eu tout ce cheminement, j'ai travaillé uniquement avec les lycéens. Les deux groupes se sont retrouvés lors de la venue d'effigie auprès de bandes d'images, des partenaires et de Métrope. Donc là, ils ont échangé sur là où ils en étaient les uns et les autres, et ils échangent aussi par l'image. C'est-à-dire ce que créent les lycéens est envoyé en image aux élèves de l'EPID, et ce que l'EPID filme du mouvement, parce que l'enjeu pour les étudiants d'EPID avec Étienne et Caroline de Bande Image, c'est de réfléchir à comment filmer le mouvement. Voilà, c'est ça. Et donc les étudiants de l'EPID envoient aussi leur tentative de filmer le mouvement. On s'est retrouvés donc juste avant les vacances de Noël où ils ont échangé. Et on s'est retrouvés, ça c'était assez goûtu, à l'abbaye Noirlac, parce que tout ça se place aussi dans le cadre de l'abbaye. Et ça a été vraiment la grande force et le point... c'était révélateur. Et c'est là où ils ont vraiment pris conscience du projet et qu'ils ont commencé à s'investir complètement. C'est parce que justement, je pense que les lycéens étaient très contents, encore vécu aujourd'hui, j'étais en atelier avec eux cet après-midi, ils ont compris tout de suite qu'ils avaient le choix, que c'était leur affaire. Mais après, on leur donne la liberté et ça fait, j'en fais quoi? Justement, quand je n'ai envie que de me reconnaître dans Facebook et Gangnam Style pour pas le citer, et voilà. Et du coup, il y a une espèce de panique à un moment donné, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc, je les guide, je leur dis pas allez-y, puis je vous regarde, puis voilà. Non, il y a des outils que je sais mettre en œuvre pour que ce soit pas fais ce que tu veux, et pour les aider à aller vers ce qu'ils veulent dans l'écriture de la danse, parce que c'est un art qu'ils connaissent pas, donc ils savent pas comment faire. Ils parlent de petites choses un peu mimées, un peu voilà, et après c'est comment aller dans l'écriture. Oui, et puis enfin, ils connaissent pas, et en plus, à ce moment-là de la vie, c'est pas simple. Le corps, l'histoire du corps et tout, c'est quand même bien sûr un truc
déjà pas facile, quoi, sans parler de danse. Mais ouais, mais là, ils sont complètement dedans. Et il y a une physicalité qui commence à apprécier. Voilà, le plaisir de la physicalité qui commence à apprécier. Le regard de l'autre, finalement, ne pose pas problème aujourd'hui. Il l'a posé plus au début, il y en a pas qui n'avaient pas filmé. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont dedans. Donc, ils sont et dans donc, à l'abbaye Noirlac, on s'est revu le 17 janvier. Et là, il y a plein de petites séquences qui ont été filmées in situ avec l'idée, ils ont fait la visite guidée de l'abbaye le matin, et avec l'idée qu'ils choisissent tous l'endroit de l'abbaye où ils voulaient que leur situation soit filmée. Et là, on est aussi dans un travail de relance, de voir comment encore plus intégrer l'architecture, le lieu. Il y a 3 duos de violence qui sont en fait une chorégraphie de bagarre, voilà, mais chorégraphiée dans des ralentis, des répétitions, et qu'ils ont commencé à travailler autour des gros piliers de l'abbatiale. Et voilà, du coup, il y a des appuis qui viennent, l'aspect rugueux de la pierre qui rentre en jeu. Il y en a d'autres qui ont décidé d'être filmés du dessus. Donc, et ça, on veut que les deux groupes soient vraiment comme on l'a été, Étienne et moi, dans le projet d'effigie. On s'est beaucoup engueulés aussi, parce qu'on est deux et personne ne décide au bout du compte, il y a des longues négociations, des compromis, etc. Et on a envie que les deux groupes vivent aussi cette expérience. C'est-à-dire que les lycéens, effectivement, sont créateurs de leur chorégraphie, mais commencent à imaginer comment ça pourrait être filmé, où est-ce que ça pourrait être filmé. Et les étudiants d'Épide vont imaginer aussi comment tout ça pourrait être filmé, mais vont peut-être être force de demande aussi de moments chorégraphiques. Oui. Et donc on est sur l'échange à distance pour que voilà, ces intentions respectives soient discutées, tout du moins, et choisies ensuite. Vous parliez de la prof de français, c'est ça, du lycée Jacques Coeur. Et qu'en est-il de l'Épide? C'est un prof de maths, de éducateur? C'est un enseignant socioculturel, en fait. Lui, il s'occupe... En fait, il n'est pas enseignant de formation, mais il a souhaité s'investir dans cet établissement et il est devenu enseignant. Et donc lui, il est plus le relais pour accompagner le groupe, mais finalement c'est Caroline. C'est une vidéaste qui a été recrutée par Bande d'Images, qui elle-même est artiste, donc elle contribue aussi au projet avec son regard à elle. Et en fait, son travail à Caroline était déjà très basique à l'origine, d'apprendre aux étudiants à manipuler une caméra. Oui. Et parce qu'il y a aussi une question de montage derrière, enfin déjà découvrir l'univers de la vidéo. Donc elle a eu déjà tout ce travail à faire avec eux avant d'engager un travail de relais entre les séances avec Étienne Ossel sur justement comment on filme un corps, comment on filme un corps en mouvement ou pas, enfin voilà, sur toute cette question que Claire a abordée. Et avez-vous de nombreux rendez-vous encore jusqu'au futur de l'écrit? Non, ça va vite là. Je vais revenir, ce n'était pas prévu, mais je vais revenir faire travailler les lycéens juste avant le tournage qui est prévu à l'abbaye le 12. Le 12 Enfin, ça devait être le 14 et c'est maintenant le risque de bouger. Et donc là, ça sera une première étape puisque ce tournage va donner lieu à montage. Mais après, on a aussi prévu avec Cécile Rio qu'un petit groupe de lycéens volontaires fasse une restitution in situ aussi, en direct, un peu comme effigie, voilà, avec un moment en live sur le temps de l'abbaye. Donc la restitution sera à la fois le ou les courts-métrages issus de ce tournage et une restitution aussi chorégraphique des élèves. À aucun moment, vous ne danserez? Non, pour les futurs de l'écrit. Non, mais moi je suis trop... C'est pas vrai. Non, en tout cas, il y aura le solo en direct de Marie. Ah oui. Voilà, l'unique interprète d'effigie s'appelle Marie Barbotin. D'accord. Et donc, il y aura son solo présenté. Très bien, oui. Elle. Voilà. Et on sera, le lieu est défini, en fait, les deux restitutions. Enfin, effigie est aussi une restitution de mon travail d'ailleurs, mais effigie et le travail sera présenté au Cellier, en fait. Et il y aura à la fois, je pense qu'on utilisera l'espace scénique de Marie aussi peut-être pour certains des lycéens, sur l'idée d'être reclus et d'être dans cet espace fermé, enfermé. Bien, impressionnant, je suis impressionnée par tous ces chantiers, puisque Fabienne est là, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Non. Si, l'orientation de l'abbaye et l'éclairage à l'intérieur, pour qu'il y ait des ouvertures.
Alors, L'allée des Tilleuls aussi, peut-être on pourrait la déplacer. voilà, mais ça c'est Et la pas de guerre, notre ressort, tu vas contacter les services intéressés. Non, non, enfin, pour nous, pour les jeunes de la maison de retraite, non, je sais plus. Mais en fait, pour les participants, c'est un écrin extraordinaire quand même. C'est-à-dire qu'on s'approprie tous, et nous aussi, les intervenants, on en profite. Comme un prof qui accompagne un voyage en Russie, il profite, il accompagne, il profite aussi. Donc on profite quand même d'un lieu exceptionnel qui est devenu un lieu de culture. Donc c'était un lieu spirituel, c'est devenu un lieu d'esprit. Donc tout ça est cohérent. Et ça, ça n'a pas de prix, je crois, aujourd'hui. Et on peut, nous, le partager avec la population, avec le public avec lesquels on travaille, avec lesquels on souhaite, comme tu le disais, travailler, parce que les pratiques artistiques, l'art doit se partager, il doit être partout, et pas que dans les établissements faits pour ça. Et c'est ce que nous offre Noirlac, et ça c'est extraordinaire. J'imagine que parmi les participants, beaucoup n'étaient peut-être jamais allés à l'abbaye de Noirlac, sauf pour une visite scolaire quand ils avaient 15 ans. Je sais pas, moi c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, donc j'allais en visite à l'abbaye de Et Noirlac. parfois, certains n'ont jamais mis les pieds à l'abbaye et du jour au lendemain se retrouvent artistes dans l'abbaye. Je pense qu'on ne porte pas le même regard quand on y va pour là, ou quand ils ont fait les essais filmiques dans ce lieu, quoi. Non, c'est juste une petite anecdote, une petite anecdote parce qu'en faisant la visite, tout d'un coup, Étienne, qui était donc avec moi aussi, et à un moment donné, on a voulu nommer les séquences la masse, donc l'uniformisation, les moines copistes, et puis les moments un peu plus intimes, les moines enlumineurs. Donc c'est devenu ça dans notre petit mot de créateur. Voilà. L'autre chose qui est très troublante, c'est que, ce que j'ai pas dit, c'est que les étudiants d'Épine portent l'uniforme. Oui. Donc, et ça a été très très troublant pour les lycéens quand on a commencé à parler Facebook et uniformisation, etc. Et ils ont rencontré les étudiants d'Épine, qui portent l'uniforme, et là ils ont vu ce que c'était. Donc la rencontre est de plus en plus sensible entre les deux, parce que voilà, ils sont dans des contextes extrêmement différents. Et la dernière chose, je trouve ce qui est super intéressant, moi j'ai pas pu venir à la première, mais je viens à la deuxième qui est la mercredi prochain. Je trouve ça très bien aussi, moi j'ai hâte de rencontrer les autres porteurs de projets et d'en parler, parce qu'il y a aussi des temps où on peut se rencontrer, se questionner et se relancer sur comment chacun a appréhendé ce fameux magnifique monument, mais qui n'est pas qu'un monument, qui est un lieu de vie et de création, et comment, moi j'ai envie, avant d'arriver à l'abbaye, d'avoir écho de ce qui se passe partout, et que justement ça puisse faire écho sur ce qu'on est en train de mener, et de pas du tout avoir l'envie de venir déposer ma petite crotte toute seule quelque part, et en attendant qu'on vienne me voir, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, de cette multiplicité de projets, mais qui ne font qu'une œuvre commune, le temps du week-end de restitution. Bien sûr, il fera beau de toute façon. Voilà. On découvrira la restitution des 14 chantiers, et où les artistes impliqués dans les chantiers sont donc invités également à présenter leur travail personnel, qui peut être fait de manière indépendante des chantiers, mais parfois c'est mêlé aussi au travail des amateurs. Alors par exemple, Aurore, vous présentez un travail personnel à part? Oui, la compagnie va présenter une lecture-concert des petits poèmes en prose de Baudelaire, voilà, qui est donc une version Cafrance, de mise en lumière de ces beaux textes qu'on ne montre jamais vraiment, finalement, au théâtre. Voilà. D'accord. Claire, vous, c'est donc le Effigie. Émile Univers, quelle performance allez-vous faire en tant qu'Émile Univers à la on accompagne quand même deux artistes qui auront leur restitution à une expo de lecture, et puis nous sommes éditeurs, donc il y aura des livres, principalement. Ah, si on s'ennuie comme ça, on pourra les lire. Voilà. Quand les gens s'ennuient, ils peuvent lire. Il faut leur dire. Ben voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que c'est assez complet pour une première émission autour de ces quelques chantiers, puisqu'on va tous les découvrir au fur et à mesure de nos rendez-vous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée.